donc Christine Dejoux, François Alexandre, on est veufs tous les deux et on a des enfants tous les deux qui sont grands. Qui sont grands, et notamment les deux enfants de Christine vivent à Caen et à Rouen. Enfin, maintenant, mais à l'époque où on a commencé à accueillir des migrants, Manon, la fille de Christine, était interne à Rouen en école, en classe préparatoire. Et mes enfants sont à l'étranger et à Paris, donc Enfin, Manon rentrait le week-end, quoi. Les autres n'étaient plus là, mais voilà. Manon rentrait le week-end. Absolument. Et donc, c'est une histoire de rencontre, tout ça, ce qu'on va vous raconter. C'est des rencontres avec des gens de toutes... On en a accueilli 18, et de toute nationalité. Et tout ça a commencé parce que j'ai rencontré un jour au marché une dame que je connaissais très bien depuis longtemps, qui était médecin obstétricienne, qui... apprenant que nos enfants sont maintenant plus à la maison, me dit puisque la maison est vide, je vais te proposer d'accueillir des réfugiés. Voilà, bon. Bah oui, après tout. On était déjà assez sensibilisés, comme tout le monde, par la télévision, etc. Les images de ces malheureux qui meurent en Méditerranée, par exemple. Et bon, voilà. Et nous voilà en train de commencer à accueillir, sachant qu'elle était donc présidente de l'association Welcome, et que l'association Welcome, qui est un peu partout en France, s'est choisie de s'appuyer sur une charte éthique rédigée par des jésuites, qu'on appelle donc la charte JRS, et qui est très rassurante. Et nous, on a pu s'engager parce que ce filet de sécurité juridique et organisationnel de Welcome existait. Voilà. Alors, je rajoute une chose, simplement pour vous dire que ça s'est bien passé. Ça, c'était en 2019, de fin 2018-2019, cette première approche. Et aujourd'hui, je suis administratrice de Welcome, après être passée par hébergeur. Donc, mais on va continuer, puisqu'on a bientôt quelqu'un qui arrive en avril. Tout à fait. Voilà. On a une nouvelle personne qui arrive en avril. Donc, je reviendrai sur François rentre du marché et me dit, et si on accueillait des migrants? Oui. Ouais, c'est ça. T'étais juste parti acheter des pommes de terre. Bon, écoute, on va en causer. Et c'est là que je veux simplement vous dire que c'est forcément un engagement de couple. Ça ne peut pas être, et ça ne peut pas être autrement, parce que l'équilibre que nous avons avec François auprès des migrants que nous accueillons est équivalent. Voilà. On ne fait pas les mêmes choses, mais on est chacun a son importance. Et que ça ne peut pas être comme ça. Voilà. Autrement. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et puis, par ailleurs, nous en avons informé nos enfants respectifs. C'est-à-dire que même si Manon venait que le week-end, elle n'allait pas rentrer chez elle dans la même maison. Et même si les enfants de François, nos petits-enfants arrivaient dans la maison, ils n'allaient pas avoir la même maison, pas la même place. Et qu'il fallait qu'ils en soient informés. On ne leur a pas donné leur demandé leur autorisation, mais on les en a informés. Voilà, c'était peut-être une précision. Et c'est important parce que du coup, c'était clair et les petits-enfants adorés ont toujours adoré tous les migrants qui sont passés chez nous parce que c'est étonnant, c'est marrant. La plupart du temps africains, à 90% du temps, ils sont africains. Donc c'est joyeux, c'est rigolo, c'est exotique. C'est exotique. Et puis par ailleurs, moi je dois dire que ça, je vais parler de ma fille. Elle avait 19 ans, elle était un peu, comme tous les ados, un peu plus qu'ado. Elle était un peu égoïste et un peu égocentrique. Mes potes, ma vie, mon monde, je rentre, je sors, voilà. Et vraiment, ça l'a fait énormément grandir. Énormément. Et elle a eu vraiment des relations très très fortes avec notamment les plus jeunes. Voilà. Mais c'est la même chose avec mon gendre qui vraiment était devenu
vraiment un vrai pote avec Marcelino, cet adulte qui est lui-même père de famille, etc., qui était angolais. Voilà, ils sont trouvés, ils parlaient foot, etc. Enfin bref, à chaque fois, c'est des relations qui sont, voilà, qui se construisent et c'est toujours très sympa. Mais revenons aussi à l'autre versant qui est les craintes qu'on peut avoir. Bon, les craintes à la fois que nous-mêmes, spontanément et légitimement, on peut avoir à l'idée d'un étranger, enfin, voilà, celui qui est autre, simplement, quoi. Voilà, donc c'est un peu... Bon. Et en fait, moi, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que c'est très simple, c'est que ceux qui ont à avoir des craintes, c'est eux. En fait, c'est eux qui sont paralysés par la peur, parce qu'ils ont vécu tellement de trucs atroces qu'en fait, c'est eux qui ont des craintes à l'égard des gens qui les accueillent. Ils passent généralement 10 jours, j'ai compté à peu près, c'est assez... On les accueille par exemple sur une durée d'un mois, ils passent 10 jours à être complètement terrés et à vous observer en se disant, est-ce que je peux lui faire confiance? C'est comme ça, c'est dans ce eux sens-là. qui le vivent mal. C'est eux qui le vivent mal et qu'on est toujours en train de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance. Pendant les 10 premiers jours, c'est comme ça. Et c'est tellement vrai que, en particulier, moi j'avais beaucoup de mal à établir des relations avec les mineurs, africaines. Bon, parce qu'elles avaient vécu des choses atroces, enfin vraiment atroces, durant leur périple. Et donc, en fait, elles quittent, il faut bien comprendre, elles quittent leur pays, leur famille, parce que souvent, leur père ou leur oncle, quand le père est plus là, décide de les marier de force. Bon. Et parce que voilà, elles sont en âge d'être mariées et que elles commencent à être casse-pieds comme une ado et que les autres épouses du père disent non, attends, tu vas pas la laisser mettre le brin comme ça dans la maison. Bon, voilà, t'as des copains, ben, tu vas la marier à un de tes copains, puis voilà. Et donc, elles se tirent parce qu'elles ont très, très peur de devenir soit la Cendrillon de la maisonnée avec les enfants des autres épouses, dont elles seraient devenues l'esclave domestique, soit mariée de force à un barbon, comme dans Molière, quoi. Bon, voilà. Enfin, des vieux. Oui, des vieux. Des vieux. C'est-à-dire qu'elles ont 15 ans et qu'elles sont mariées à des gens qui en ont 50. 60. C'est juste dans l'image d'une jeune de 15 ans, c'est juste pas possible, quoi. Pour elle, la figure de l'homme, c'est celui qui est le dominateur ou le prédateur. Et où, enfin, le prédateur. Et donc, moi, j'avais beaucoup de mal à établir... Et du coup, elle ne comprenait pas... c'est dans ce sens-là que les craintes existent. C'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi on les accueillait chez nous, quoi. Elle voulait bien reconnaître que c'était commode et d'être en sécurité plutôt que dans la rue, évidemment. Mais une fois qu'on a dit ça, elle comprenait pas pourquoi on faisait ça. Et ça s'est débloqué. Je vous donne le truc si jamais ça vous arrive. Voilà. Vous montrez une photo d'un de vos propres enfants. Moi, je montrais la photo de ma fille. On ne pouvait pas montrer la photo de... Enfin, Manon n'était pas là. Elle était en classe prépa. Elle revenait que le week-end. Et je parle de ma fille. Ah, mais tu as une fille. Bon, déjà, donc t'es pas une espèce de monstre froid, tu as une fille. Très bien. Et je dis, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui m'a inspiré ça, j'ai une vague idée, et je dis, oui, et en fait, ma fille, j'aimerais qu'elle soit traitée dans votre pays, si elle y va, comme vous allez être traitée à la maison. Ah, mais ça change tout. Et tellement que Fallon, l'une d'entre elles, est carrément passée de l'autre côté de la barrière allègrement. Elle me dit, ah, mais je vais t'appeler papa et je vais t'amener les pantoufles quand tu rentreras. Oui, non, alors là, on se calme, on se détend. C'est pas exactement comme ça que ça se passe ici, quoi. Bon, donc, bon, voilà. Parce il rentrerait facilement dans comment je peux être reconnaissant, donc re-rentrer dans le rôle d'esclave, quoi.
Donc c'est compliqué de leur dire, on va pas marcher sur c'est à vous d'établir les règles, hein. Nous, c'est ce qu'on fait, on établit avec eux des règles simples, voilà, et puis après on voit comment ça se passe. Mais vous voyez, par exemple, moi je pouvais avoir une crainte d'accueillir seuls des hommes à la maison. Des jeunes qui ont 20 ans, 25, 30 ans, bon, loin de leur famille, loin des femmes, bon, c'est pas toujours fastoche, quoi, dans la tête. Et en fait, je n'ai jamais eu de problème. Parce que François a de nombreuses activités à cette époque-là, beaucoup les EDC. Hein. Mais pas que. Donc, pas que. Donc, il est souvent pris le soir. Et je me suis retrouvée très souvent avec des jeunes hommes. Et en fait, j'ai compris très vite qu'ils se disaient de toute façon, c'est mon seul. Elle est là pour m'accueillir et j'ai besoin d'elle. Donc, de toute façon, il ne faut pas que je lui fasse quoi que ce soit. Enfin, je ne peux pas lui faire quelque chose. Je suis dehors sinon. Donc, vraiment, on a passé des soirées à pas jouer au Yams avec des gens qui parlaient pas français. C'est le seul jeu que j'ai trouvé où on pouvait jouer sans barrière de langue. Et c'était des bons moments, des chouettes moments. Voilà. On va vous parler de la dernière famille peut-être, parce qu'il y a un lien très fort avec les EDC. C'est la famille irakienne que nous avons accueillie, chrétiens d'Orient, donc protégés par la France. Donc ils peuvent faire des demandes de visa. Et je vais donner la parole à François pour vous expliquer leur parcours. Ils sont donc une famille de 3 enfants, des parents, lui... cadre sup dans l'industrie, il était dans l'ingénierie, il construisait des usines et il avait déjà, par exemple, construit en Irak 2 usines pour Babybel. Bon. Enfin, pour le groupe Bell qui fabriquait des Babybel. Très bien. Donc, parfaitement bilingue en anglais, etc. Et elle, institutrice, parlant pas un mot d'anglais. Mais lui, ayant pris des éclats d'obus dans le dos pendant la guerre Iran-Irak, donc invalide. Bon. Pas allongé, mais invalide, vraiment beaucoup de mal à rester longtemps debout. Et leurs 3 enfants, 2 filles et un garçon, entre 25 et 30 ans, pour faire simple. Très bien. Faisant des études là-bas à Bagdad. Elle, l'aînée notamment, avait fait un programme d'échange, elle avait passé 1 an à Londres, donc tout va bien, quoi. Enfin, c'est une famille tout à fait éduquée, et voilà. Et tout d'un coup, les choses se tendent. Leurs voisins qui vivaient paisiblement dans leur quartier à Bagdad, chiites, leur disent un jour, font une délégation et viennent leur dire, bon, ben alors va falloir partir parce qu'on va prendre la maison là. Mais vous pouvez, enfin, on vous laisse jusqu'à ce soir hein, pour prendre vos valises. Et puis surtout, vous laissez bien les filles parce que nous, on leur a déjà trouvé des maris. Quoi. Bon. Et donc, oui, c'est un atterrissage assez brutal. Enfin, les choses ne sont pas nouées en 24 heures, mais enfin, quand même, ça leur fait un petit quelque chose quand même de penser que leurs voisins les mettent dehors. Et accessoirement, se convertir. Et oui, les filles devaient se convertir, évidemment. Bon, bref. Donc, ils fuient vers le nord de l'Irak. Là-bas, à peu près le même schéma se remet en place très rapidement. Et ils fuient de nouveau vers Amman, en Jordanie, où ils vont passer 2 ans à 5 dans 2 pièces, à vivre de tout petits expédients, de tout petits boulots. Lui, il était gardien de nuit dans un hôtel. Enfin, bon. Et ils essayent de trouver un moyen de s'en sortir, quoi. Et ils envoient vers la France parce que chrétiens d'Orient, quoi. Et ils savent que la France a monté un programme très efficace, très opérationnel en faveur des chrétiens d'Orient. C'est le monseigneur Golnisch qui a su monter ce programme-là. Et en fait, ça fonctionne assez. L'info circule bien au Moyen-Orient. Et les voilà qui écrivent un peu partout, qui déposent un dossier à l'ambassade de France, mais qui, parallèlement, envoient sur Internet des tas de bouteilles à la mer, genre, voilà ce qui nous arrive. Ils vivent à cette époque-là 2 ans à Amman, dans un logement d'une seule pièce, à 5 personnes adultes. Voilà. Sans pouvoir travailler, puisque ou très peu, voilà.
Et donc, les voilà qui écrivent et qui, parmi des listes d'adresses qu'ils trouvent Welcome comme nom d'association. Welcome, ça sonne bien, quoi. Bon. Donc et sur, je ne sais pas pourquoi, Google a référencé parmi toutes les adresses de Welcome, Welcome Rouen en premier. Donc ils écrivent Welcome Rouen notamment. Et comme c'est une association aconfessionnelle, c'est-à-dire sans référence religieuse, la personne qui ouvre le mail dit bon bah tiens François, toi hein, c'est ton rayon toi les cathos là, les chrétiens, hein, ouais, allez bonne chance. Et donc nous voilà avec une demande et on comprend qu'en fait l'ambassade leur dit oui vous pouvez vous cochez les cases pour aller en France, mais il faut que vous nous fournissiez la preuve que vous ne serez pas à vivre sous les ponts, quoi. Qui vous accueille? Donc, qui vous accueille et qui va s'occuper de votre insertion bon. Et c'est là où moi, je peux vous dire que c'est formidable parce que nous, on n'a pas eu de mal à faire un courrier, à dire, voilà, on a déjà accueilli des migrants, on fait partie d'une association. Welcome a fait par ailleurs un courrier, enfin bon, il n'y avait pas de problème pour les accueillir, mais enfin, 5 adultes dans une maison, on n'est que 2, hein, ça fait 5 adultes de plus. Donc là, on s'est dit avec François, bon, on va faire un petit peu, mais peut-être pas tout. Et en fait, Arnaud Germini et Benoît d'Amilville ont tout de suite fait preuve d'une grande solidarité. Ils ont dit, bon, allez, on va réunir les EDC. Et finalement, en une séance, on a obtenu une sorte de vote d'adhésion qui était, bon, allez, on est 30, allez, à 25 € le mois, allez, ça fait 750 € par mois, on leur paiera de toute façon un petit logement dans Rouen, si jamais vous ne pouvez plus les accueillir. Voilà. Bref, on a ramené ça à quelque chose d'assez humain et d'assez digérable en quelque sorte. Et ça s'est fait comme ça. Et surtout, bon, Arnaud a écrit au nom il était président des EDC de Rouen et il a écrit un courrier au nom des EDC, etc. Et ça plus Welcome, plus monsieur et madame à Rouen, voilà, ça a emporté l'adhésion de l'ambassade. Et un jour, on a reçu un mail en disant de 48 heures, il sera à Roissy. On était à 3 jours de Noël. Et on était à 3 jours de Noël où nous, évidemment, toute la maison était bouquée par les enfants qui venaient se réunir, quoi. Non, mais pas 3 jours, on devait être à 3 semaines de Noël ou 2 semaines de Noël. Mais du coup, on savait que pendant la période de Noël, nous, on ne pourrait pas les accueillir. Nos enfants sont quand même prioritaires avec leurs petits-enfants, enfin voilà. Et on a eu la chance que des EDC de Rouen, et notamment Antoine qui est là, et son épouse ont dit, nous, on prend la suite. Ah ben, je ne connaissais pas Antoine, mais il est où, Antoine? Là-bas. Ah, merci beaucoup. Ils sont même allés visiter Paris avec vous. Ouais, enfin, ils ont vécu 3 jours formidables. Ah oui. Et Dieppe aussi. Ouais. Dieppe aussi. Non, mais parce qu'il faut quand même, ça c'est un truc, c'est très drôle. En fait, quand des gens viennent en France, ils ont tous le même réflexe, c'est ça ne pourra pas être un séjour intéressant si on n'a pas vu la Tour Eiffel. C'est-à-dire, il faut qu'on atteste avec un selfie photo qu'on est devant la Tour Eiffel. On a bien vu la Tour Eiffel. Et Antoine et son épouse ont eu vraiment cette générosité extrême de dire, eh ben non seulement on vous accueille pendant que nos copains ont la maison pleine, mais alors en plus on vous emmène à Paris. Mais c'était la fête, je veux dire. François l'a fait avec les autres migrants quasiment à chaque fois parce que c'était. Mais oui, c'est tellement important pour eux, quoi. Alors il a groupé. On a pris 3-4 migrants ensemble. Mais voilà. Donc merci Antoine encore parce qu'ils étaient absolument ravis de leur séjour chez vous. Et on a. C'était super et on est en contact. Bah ouais. Et ils sont maintenant, ils ont été accueillis et ils ont été logés par l'État. Ils sont à Amiens où d'autres EDC d'Amiens leur ont ouvert la porte. Pour un dîner, enfin pour les accueillir à Amiens, quoi. Voilà. Pas pour les héberger parce que cette fois-ci, l'État les a logés dans un appartement à partir du moment où ils sont pris en charge. Mais c'était sympa de pouvoir leur dire là-bas, quelqu'un vous accueille.
Parce qu'ils peuvent être envoyés à Grenoble, comme à Montpellier. Ils arrivent à Rouen, mais ils ne resteront pas forcément à Rouen. Je voulais juste, peut-être en conclusion, avant que vous me posiez des questions, vous dire quelque chose d'important. On fait tous des erreurs quand on accueille des migrants. Et la première erreur qu'on fait, c'est le grand attachement. Et j'ai pleuré quelques fois en voyant partir des migrants de la maison, en me demandant ce qu'ils allaient devenir. Et à force d'expérience et de travail, mais on fait tous cette erreur quand on héberge, moi la première. Et il faut avoir en tête qu'on leur offre un toit, qu'on leur offre un moment de repos, qu'on leur offre l'occasion de se reconstruire et de reprendre confiance en eux, mais qu'ils vont continuer leur route. Qu'on n'est pas les sauveurs dans l'affaire. C'est leur route et notre objectif, et Welcome le rappelle sans cesse, c'est qu'ils ont leur route à suivre. Et tant mieux si on est en contact, tant mieux s'ils vivent leur vie sans nous appeler, c'est pas grave, quoi. Voilà. C'était important de le dire parce que c'est un peu ce qu'on peut connaître sur les familles d'accueil d'enfants en difficulté. Voilà. Quand ils partent, ils partent. Faut bien qu'il y ait un équilibre entre ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire en fait il n'y a de vie réalisée que dans l'amour des autres, mais à la juste distance. À la juste distance. C'est-à-dire que ça peut pas, ils peuvent pas devenir des enfants, ils peuvent pas devenir, je sais pas quoi, des cousins, etc. Oui, ok, on est important à un moment donné dans leur vie, et ils se souviendront peut-être de nous, et nous on se souviendra d'eux, mais on n'est pas leur sauveur et on peut pas être, Surtout, on ne les assiste pas. Voilà. Parce qu'ils devront se débrouiller. Donc, on les assiste, on les aide, on les informe, il y a de l'affection, évidemment qu'il y a de l'affection. Enfin, voilà, mais c'est très difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tous cette tendance à vouloir sauver l'autre. Mais ce qui est rassurant aussi, c'est que l'homme reste l'homme et que quand on a, par exemple, avec des mineurs, et notamment des jeunes femmes mineures, on les a mises en sécurité, qu'elles comprennent pourquoi on fait ça, etc. Une fois qu'elles sont bien, elles redeviennent ce qu'elles sont, c'est-à-dire des ados, c'est-à-dire chiantes. Oui, chiantes. Et en fait, c'est assez rassurant. On arrive en avril. Voilà, début avril. Merci.